Le thème de cette table ronde, donc, c'est donc le e-sport et les entreprises qui entourent donc ce phénomène e-sport qui est grandissant. Hugo, on va vous nommer un peu chef voilà, du plateau. Quel honneur. Voilà, avec vos invités. J'aurais donc, je reprécise peut-être un petit peu, comme on l'a vu ensemble, donc le e-sport, c'est un peu le nouvel Eldorado donc, pour les marques et les acteurs publics. On va vous expliquer donc par le biais de toutes les interventions le pourquoi du comment de ce titre un peu, de cette table ronde. On va tout d'abord commencer à présenter les structures. Hugo, je vous laisse du coup présenter un peu vos invités en quelque sorte. Je vais leur laisser le soin de se présenter à tour de rôle, bien entendu, mais pour me présenter rapidement, donc j'ai le plaisir de diriger depuis maintenant 2 ans et demi l'agence e-sport, qui contribue au développement justement de l'écosystème de l'e-sport. Alors l'e-sport, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? On reviendra dessus tout à l'heure, bien entendu. C'est la partie véritablement compétitive du jeu vidéo. Donc, c'est-à-dire pas simplement parler du divertissement en qualité de jeu vidéo, mais vraiment l'objectif d'expliquer en quoi ça contribue au développement économique des territoires, au développement économique du pays, et comment finalement de multiples personnes travaillent d'ores et déjà dans ce secteur-là d'activité qui pèse en France 8 milliards d'euros. On parlera également des métiers aussi, donc pour que tout le monde comprenne bien. Julien, Julien, il est parfait, c'est dans la suite. Julien Collier, présentez votre entreprise. Bonjour à tous. Donc moi je suis le président du club e-sport au Servisport. Donc on accompagne des joueurs vers les plus hautes sphères, on va dire, de l'e-sport, donc jusqu'à la professionnalisation. Et je dirige aussi la société Eliminate, donc on est équipementier spécialisé également sur les clubs e-sport. Donc on équipe 230 clubs à peu près, un petit peu partout en francophonie. Très bien. Et du coup, Martin Montillet, donc, qui est le 3e invité. Et du coup, bonjour à tous. Donc moi, je suis dirigeant fondateur de KRD Audiovisuel. Mon métier avec toute notre équipe, c'est d'intervenir sur les événements e-sport, mais pas que, mais notamment sur l'e-sport, sur tout ce qui est moyens techniques. Donc nous, on intervient dans ce secteur pour toute la partie moyens techniques liés aux événements. Et on en reparlera après, je pense. Il y a beaucoup d'événements petit à petit qui se font dans ce secteur de l'e-sport. Et je dirige également Interférence, qui est la création d'un nouveau lieu événementiel à Toulouse, qui est spécialisé aussi sur un penchant d'activité sur les moyens d'accueil justement pour ce type d'événement. Voilà. Très bien. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet pour expliquer un petit peu au public et à ceux qui nous regardent donc, via donc, l'émission qui est retransmise sur YouTube. Qu'est-ce que l'e-sport, messieurs? Comment vous pouvez déterminer l'e-sport qui est quelque chose qui est énormément en train de se développer depuis quelques années? Alors, je ne vais pas forcément prendre la casquette du maître d'école et expliquer fondamentalement d'où vient l'e-sport, comment il a été créé et ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce que je peux dire, c'est que ça nécessite 2 joueurs qui s'affrontent sur un support électronique, donc un jeu vidéo. C'est véritablement ça, et donc c'est véritablement la partie compétitive du jeu vidéo, où on peut voir des stades remplis, des grands tournois, etc. Mais il faut se rappeler aussi de là où on vient, c'est-à-dire l'e-sport vient aussi de l'ensemble de l'écosystème international et national, des amateurs et des personnes qui au quotidien ont fait ce qui est devenu ce secteur-là d'activité. Donc l'e-sport, en quelques mots, déjà c'est ça. Après, je vais peut-être laisser compléter Julien qui maîtrise excessivement bien ce sujet-là aussi, mais ce qu'on a envie d'évoquer aujourd'hui avec vous, c'est que ce secteur-là d'activité commence progressivement, notamment en France, à être reconnu, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années, que ce soit le jeu vidéo a eu énormément de temps pour s'intégrer finalement auprès du grand public, et l'e-sport commence depuis quelques années à rentrer vraiment dans les mœurs, on va dire, de pas mal d'acteurs publics et également privés. Mais on en reparlera dans quelques minutes, je laisse Julien compléter. Si je reste très basique, un jeu vidéo, pour moi, c'est pas du sport, si je reste très basique. Je sais que je vous taquine, hein, mais... Parce que voilà, c'est un domaine que je connais assez bien, mais voilà, si je pose ces questions-là, c'est justement pour vous amener à expliquer en fait comment, et je pense que Julien est bien placé pour ça, puisqu'il gère des équipes, comment on se prépare également à ces compétitions.
Alors aujourd'hui, justement, c'est là où on a fait, je pense, beaucoup de chemin parce que ça fait presque, je pense que si on remonte, on peut remonter sur 20 ans, hein, la première pratique de l'e-sport. On n'appelait même pas ça l'e-sport à ce moment-là, mais c'est pas né d'aujourd'hui. Après, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est sur une professionnalisation. On est sorti du jeu de salon, des gens qui s'amusaient entre amis. On est sur vraiment une recherche de performance. Donc, on va retomber sur exactement les mêmes schémas que ce qu'on peut trouver dans le sport. Donc au niveau des entraînements, les coachings, coachs mentaux, on va retrouver toute une panoplie de métiers qui existent déjà dans le sport et qui vont être réappliqués sur l'e-sport. Bien entendu, la grosse différence sera la dépense physique lors de la compétition, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, le joueur e-sport, il est nécessaire qu'il ait une hygiène de vie irréprochable, etc. On ne peut plus rien laisser au hasard, quoi. C'est le moindre pourcentage, on doit aller le chercher. Alors, je précise aussi que les nouvelles technologies ont amené aussi le développement de l'e-sport, bien entendu, et les jeux en réseau, voilà, pour le préciser un petit peu au public. Et c'est comme ça un petit peu que ces championnats peuvent s'organiser. C'est ça. Puis j'allais rajouter que sur la partie sport, fondamentalement, il n'y a pas que la partie effort physique. Il y a aussi toute une notion de compétitivité dont a parlé Hugo tout à l'heure, qui est vraiment une base de ce qu'on appelle l'e-sport aujourd'hui. Et donc c'est une partie du sport, même si on n'a pas ce côté effort physique dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, on parle de développement. Donc le e-sport est en grande croissance, des clubs se font, des tournois. Comment ça s'organise voilà, en termes de budget, en termes d'équipe, d'actu, de communication, comment ça s'organise tout ça? Alors, je vais laisser Julien, je pense, répondre. Il sera meilleur que moi. Juste, je voudrais revenir justement quand on parle d'e-sport. Quand on parle de jeux vidéo et d'e-sport, on a vraiment l'impression d'avoir une jeune fille ou un jeune garçon qui consomme du jeu vidéo compétitif devant son écran, ou voilà, avec les clichés que ça amène. L'e-sport évolue, le jeu vidéo évolue. Si je demandais, et je vais me permettre de ne pas le faire pour ne pas perdre trop de temps, mais si vous imaginez la moyenne d'âge d'un joueur de jeux vidéo en France, la plupart, en général, qui ne connaissent pas ce secteur-là d'activité, ils vont me dire 25 ans. La moyenne d'âge d'un joueur de jeux vidéo en France, à l'heure actuelle, c'est 40 ans. Donc c'est la moyenne. C'est quand même assez important justement de le souligner parce que le jeu vidéo est finalement consommé par un grand pan de la population et quasiment 77% de la population française consomme régulièrement du jeu vidéo. Ce que j'appelle régulièrement, c'est à minima 3 heures de consommation par semaine. Donc c'est assez important. Ce que je veux évoquer aussi, c'est l'employabilité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'e-sport, c'est pas simplement justement ce jeune garçon ou cette jeune fille qui consomme du jeu vidéo compétitif, c'est destiné à tous les publics. Et surtout, ce que j'aime bien employer comme métaphore, c'est que l'e-sport, c'est comme l'armée. Alors je ne suis pas du tout pro-militaire, ce n'est pas l'objectif, mais c'est d'expliquer que l'armée, comme vous le savez tous, ce n'est pas simplement un militaire qui défend son pays ou qui part en mission à l'étranger, c'est pléthore de métiers tout autour et tout un écosystème. L'e-sport, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des commerciaux, il y a des communicants, il y a des lobbyistes, il y a des personnes dans la tech, il y a des personnes dans l'ingénierie, il y a des développeurs qui développent les jeux, bien entendu. Donc c'est un écosystème totalement vaste qui est en train de se créer en France et qui finalement commence à être suivi par des grands acteurs publics et des grands acteurs privés qui s'investissent progressivement dans ce développement-là. Voilà. Et je laisserai Julien justement répondre principalement à votre question sur l'événementiel. Oui, voilà, donc je la répète rapidement, le développement a amené donc ces réflexions sur les budgets, sur l'événementiel, comment ça s'organise, le marketing. Alors, ça commence par le marketing. Aujourd'hui, les clubs, pour la plupart, tournent avec du sponsoring principalement. C'est là où on va retomber dans ce qui se passe dans le sport. À défaut, on va dire qu'aujourd'hui, on manque encore de fédérations. Il y a des choses qui ne sont pas encore en place, comme dans le sport. Niveau subvention, ça coince encore un petit peu. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui restent à développer. Mais aujourd'hui, ça va être sponsoring, merchandising. Donc tout ce qui est vente de produits dérivés à l'image du club. Ça va être l'événementiel. On commence à voir arriver de plus en plus le ticketing. Donc vraiment l'organisation d'événements par un club directement. Donc il va organiser un événement, vendre les places de cet événement. Ça c'est quelque chose qui est
plus récent, mais qui arrive et qui, je pense, a été un petit peu freiné par le Covid, mais va arriver en force dans les années à venir. Et après, au-delà de ça, c'est les organisateurs d'événements eux-mêmes qui vont organiser des gros événements. On l'a vu, pareil, juste avant le Covid, l'Accor Hotel Arena, les places vendues en, je crois que c'était en 1 minute, un truc comme ça, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une fanbase, il y a une communauté derrière. Donc ça, c'est déjà une grosse source de revenus pour les clubs. Après, beaucoup de développement à faire. Ça nécessite pas mal de staff derrière, parce que comme le disait Hugo, il y a énormément de métiers derrière. Je vais pas tous les lister. On prend une équipe de foot, de rugby, de ce que vous voulez. Vous prenez les métiers qu'il y a dedans, il y aura quasiment les mêmes dans l'e-sport. Voilà. Donc ça veut dire un staff technique, un staff médical, un entraîneur. On peut aller jusqu'au nutritionniste. Voilà, c'est important de le signaler. Tout le monde n'est pas forcément au courant et au fait en fait de ce qui se passe réellement dans un club de sport professionnel. Et à Toulouse, on a quand même une grosse place de sportifs qui soient à la fois féminins et à la fois masculins. Moi, j'aimerais du coup qu'on vienne sur la partie événementielle avec Martin. Martin, comment s'organise un événement de grande ampleur ou un événement e-sport? Ouais, comme déjà tout type d'événement, c'est-à-dire qu'on démarre par soit une agence, soit un client final qui veut organiser son événement. Donc Hugo en parlait tout à l'heure, ou Julien, je ne sais plus, sur le ticketing. Il y a des clubs qui veulent le faire eux-mêmes pour travailler leur billetterie et vendre des billets, etc., comme on le ferait dans un club de sport. Il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées, des agences, comme dans l'événement corporate, qui sont spécialisées sur la vente de ces événements. C'est-à-dire on va avoir un sponsor d'une grande marque, une entreprise du CAC 40 ou autre, qui veut organiser en fait un événement à but de pub ou de sponsoring. Et là, on va avoir une agence qui va créer tout un événement, donc qui va inviter des joueurs, qui va choisir des jeux, qui va travailler souvent avec des prestataires que ce soit sur la partie déjà technique, sur tout ce qui est location de PC, tout ce qui va être gestion des jeux, réseau, etc. Notamment aussi tous nos métiers sur la partie captation vidéo, sonorisation, éclairage et toute la technique qui va autour. Et après, c'est l'organisation d'un événement de même qu'on ferait pour aujourd'hui, une conférence. Il y a un déroulé, il y a un chef de projet, et derrière, on va chercher en fait quel est le but de l'événement. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Est-ce que c'est une compétition? Est-ce que c'est à but caritatif? Est-ce que c'est à but publicitaire? Et en fonction du message qu'on veut délivrer, on va travailler cet événement de la même manière qu'un événement classique. Et c'est pour ça que je reprends le terme de Nouvel Eldorado. C'est assez intéressant parce que c'est un vecteur d'emploi pour plein de secteurs, et notamment on parle d'événementiel, c'est un vecteur d'emploi pour l'événementiel, parce que de plus en plus il y a des événements e-sport, de plus en plus on a besoin de tous les métiers qu'il y a autour dont on parlait tout à l'heure, et notamment de tous les métiers de l'événementiel, comme la technique, comme le traiteur, comme tout ce qui va autour d'un événement, l'organisation, la location de mobilier, etc. Et on sait que pour nos clubs qui ont souffert du Covid sans public, le président du Stade Toulousain, dans les dernières interviews, le rappelait. N'oublions pas qu'on a joué sans public et que le club, du coup, a été pénalisé par la billetterie notamment. Au-delà des acclamations du public, c'était un manque à gagner. Vous parliez donc du coup de sponsoring, vous parliez d'entreprise. Comment on peut inciter en fait une entreprise à vous rejoindre en fait un événement tel que un événement e-sport par exemple? Alors, avant d'y répondre, je ressortirai une petite blague qui tournait en 2020 pendant le Covid. En 2019, on se demandait si l'e-sport était un sport. En 2021, c'était le seul qui restait. Voilà. Pour dire que tous les sports étaient finalement à l'arrêt et que le seul qui était possible, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que comme on est massivement multijoueurs et qu'on peut jouer à partir de chez nous, même si les équipes professionnelles jouent dans des gaming house, etc., c'était finalement le seul qui permettait de générer du contenu.
Donc, pour répondre à la question, et pour revenir surtout à la question, comment les marques nous sollicitent? Eh bien, tout comme des acteurs du sport, c'est-à-dire qu'on peut être sollicité par des acteurs publics, des acteurs privés qui ont une volonté parfois de se renseigner sur l'écosystème. Donc là, c'est peut-être les accompagner déjà, non pas dans l'événementiel, mais vraiment dans la compréhension de qu'est-ce que l'e-sport et qu'est-ce que ça peut apporter, en termes de lien social, en termes d'employabilité, en termes de valorisation d'un certain public qu'ils ont du mal parfois à toucher, etc., de fédérer véritablement dans une dynamique de développement des territoires. Ça peut être autour, bien entendu, de l'événementiel, donc on peut le voir avec des acteurs majeurs. Si on parle d'acteurs majeurs, ça peut être l'Occitanie, la région Occitanie qui a lancé depuis maintenant 3 ans l'Occitanie Sport qui a lieu tous les ans à l'Arena à Montpellier, qui réunit pas mal de personnes d'ailleurs, Lyon qui l'a fait avec la Lyon eSport, etc. etc. Donc il y a ces acteurs-là publics qui sont moteurs, et ensuite se rattachent, et c'est le travail que l'on a, nous, l'agence eSport, mais c'est le cas aussi des structures de l'événementiel ou encore des équipes elles-mêmes qui se font sponsoriser, de plaire à ces marques. Ces marques qui peuvent être à la fois endémiques ou non endémiques. Donc endémiques, c'est-à-dire qui appartiennent à cet écosystème de l'e-sport et du jeu vidéo, et non endémiques qui n'en font absolument pas partie. Et c'est comme ça qu'on voit rentrer des marques assez emblématiques dans l'écosystème de l'e-sport. On a vu Louis Vuitton, on a vu Mercedes, BMW, on a vu Orange, Alain Afflelou, Fleury Michon, etc. Il y en a une multitude qui se sont lancés. Je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a un peu plus de 800 qui se sont lancés dans les dernières années. Mais voilà, c'est assez impressionnant de voir finalement l'effet levier que devient l'e-sport. Tout comme l'ont dit mes camarades, c'est-à-dire tout comme le sport traditionnel. C'est-à-dire que le sport traditionnel, on ne le sponsorise pas parce que ça nous plaît, on le sponsorise en étant une entreprise parce que derrière, il y a un intérêt pour nous. Il y a de la visibilité notamment. La visibilité. Et l'e-sport, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça commence à drainer énormément de monde, un public qui est compliqué à toucher pour certaines marques. Donc du coup, pour eux, c'est un bénéfice qui est tout à fait important. Et j'allais rajouter aussi que d'un point de vue business, sur de la publicité, du marketing pur, c'est un vecteur de publicité qui est peu cher. Aujourd'hui, aller sponsoriser des clubs de sport, si on parlait tout à l'heure de Toulouse, si on parle du Stade, si on parle du TFC, c'est quand même des ligues sur lesquelles il y a énormément d'enjeux financiers et sur lesquelles, pour une entreprise, rentrer sur ces marchés, c'est investir beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, sur l'e-sport, c'est un sport qui est en train de monter, et donc forcément, il y a un coût et un ROI plus faible, enfin un meilleur ROI et un coût plus faible sur de la publicité aujourd'hui et sur de l'intervention dans l'e-sport. Donc il y a des marques comme Matmut, comme Crédit Agricole, qui vont aller investir sur de la publicité, pour le coût, parce que c'est un réel avantage de ce secteur pour l'instant, jusqu'à ce que ça augmente, et 2, pour, comme disait Hugo, sur le public à toucher, parce que c'est quand même un public qui est souvent, des fois, sur la partie online, sur toute la visibilité online plus jeune, et c'est des publics qui sont plus compliqués des fois à toucher pour des marques plus traditionnelles, et c'est là où il y a un intérêt aussi publicitaire. Alors comment ça se concrétise la visibilité de l'entreprise sur un bord de terrain, on a des panneaux LED qui défilent et on voit paraître ou sur les grands écrans le nom de l'entreprise. En e-sport, comment ça se caractérise la visibilité? C'est pour permettre, cette réponse, elle va permettre aux gens qui ont envie de communiquer de savoir comment elles vont être vues. Alors ça va passer tout simplement par les réseaux sociaux. On a quand même un très gros usage des réseaux sociaux. C'est presque le canal principal, en y incluant tout ce qui est Twitch, YouTube, les plateformes de vidéo et de streaming. Après, ça va être la représentation comme les clubs sportifs sur les maillots, pendant les événements physiques, ce genre de choses. Affichage sur les sites, et après c'est carrément, il y a certains cas où c'est carrément des opérations de communication où il peut y avoir une réalisation, un court-métrage, un contenu qui va être créé spécifiquement pour répondre à un objectif d'un sponsor, d'un client.
Et je peux même aller plus loin en disant, pour le coup, c'est mon métier, on a les mêmes écrans LED sur l'e-sport que sur le sport. C'est ça, on essaie de. Alors, on parlait de l'Arena, hein, donc, où il y a eu un des plus gros événements en France, si j'ai bien compris. Là, c'est un événement que vous appelez physique, où tout se passe en fait donc, dans le stade. Là, on a vraiment en fait des supports qui vont amener de la visibilité. Alors, si on prend l'exemple de l'Accor Hotel Arena à Paris, ou avec la finale de League of Legends qui a eu lieu en 2019, c'est Louis Vuitton qui était partenaire majeur de cet événement-là. Donc, on n'associe pas véritablement Louis Vuitton à l'e-sport. Hein. Ça paraît bizarre pour la large majorité du public qui n'est pas friand de cet écosystème-là. Mais pour autant, l'activation a très bien marché. Et la représentation, elle était à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que bien entendu, le logo apparaissait partout, sur tous les supports qu'a évoqué Julien et qu'a évoqué également Martin. Mais au-delà de ça, l'e-sport amène aussi un show. Un show plutôt orienté à l'américaine, qu'on voit notamment à travers le Super Bowl, où en fait, il y a des musiques aux entractes, il y a voilà, des vrais concerts, des vrais développements autour de ces sujets-là. Et donc Louis Vuitton s'est intégré dans ce show en ayant finalement de façon totalement subliminale le logo qui apparaît sans même qu'on s'en rende véritablement compte partout et à n'importe quel moment du show. Ça, c'était assez impressionnant. Et la deuxième spécificité qu'ils ont employée pour reprendre cet exemple-là de Louis Vuitton, ça a été de designer tout le packaging, donc on va dire ce qui accueille, si je peux dire, la Coupe du Monde du coup de League of Legends, qui a été extrêmement mise en avant, avec tous les produits dérivés que ça pouvait entraîner, etc. etc. Donc finalement, ils ont assez facilement, par l'intermédiaire de l'e-sport et les canaux qu'on utilise, le retour sur investissement qu'ils ont. C'est-à-dire que quand, on peut prendre un exemple concret, quand vous avez des influenceurs qui sont sponsorisés, qui soient e-sportifs ou non, mais qui donnent des codes de promotion et que instantanément, avec le code de promotion, vous pouvez qualifier et quantifier le nombre de personnes qui ont acheté par cet intermédiaire-là, pour une marque, ça a une énorme valeur. Parce qu'ils peuvent se dire, OK, ça a véritablement du poids et un impact, l'activation que je fais. Voilà. Et c'est exactement ce que l'on fait au quotidien avec les marques, c'est-à-dire qu'on va les accompagner, tout comme l'a évoqué Martin, à déceler finalement ce qui va fonctionner, faire que ça fonctionne pour avoir une pérennité avec elle. Voilà. Très bien, donc question que je n'ai pas posée, mais Julien, peut-être vous allez me répondre. Le budget d'une équipe, c'est quoi à peu près? Professionnel ou semi-professionnel? Alors ça, c'est une question qui va être très difficile à répondre parce que... approximativement. Il peut y avoir de l'amateur, il peut y avoir du pro, et je peux donner peut-être une fourchette, mais elle va être énorme. Ça va être un râteau. Ça va être un énorme râteau même. Ça peut, à niveau pro, ça se chiffre en millions. Ça se chiffre déjà en millions. Il faut prendre en considération, je donnais juste un exemple pour que vous situez la chose. Hugo venait d'en parler, League of Legends en LEC, donc niveau européen, championnat d'Europe. Le ticket, je vais juste parler du ticket d'entrée, comme ça va poser direct le débat. Le ticket d'entrée, c'est 30 millions d'euros. Alors ça, c'est le prix de la place. Il faut payer 30 millions pour pouvoir participer à la LEC. Et après, vous ajoutez derrière tous les coûts, les salaires des encadrants, les déplacements, tous les frais qu'il peut y avoir derrière. Donc, c'est une équipe LEC, c'est au bas mot, c'est 40 millions. 40, sans problème. Voilà, on parle bien entendu de grosses structures. Là, on est d'accord sur les très très hautes sphères. Après, un niveau, on va dire, amateur qui tend vers le pro, on peut commencer sur des budgets à 10 000 euros par an. C'est des choses, ça peut tout à fait fonctionner. Voilà, et tout comme dans les autres sports, il y a des niveaux régionaux, nationaux. Alors, il y a des niveaux. Souvent, c'est géré par les éditeurs. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de compétition régionale, locale. Il y a des compétitions nationales, mais encore une fois, qui sont orchestrées par comme il n'y a pas de fédération, c'est les éditeurs qui gèrent ce genre de choses. D'accord. Donc, si on reprend le même exemple, League of Legends à échelle sur une compétition nationale, LFL, on va être plus aux alentours de... c'est pareil, ça dépend.
on va aller taper le million quand même pour certains, et peut-être, je dirais 200, 300 000 euros au plus fourchette basse. Voilà. Il y a des réflexions sur les centres de formation? Complètement. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'objectif, hein, c'est de démarrer aussi avec de la détection. Le but du jeu, c'est d'aller chercher des jeunes qui ont déjà, on va dire, certaines compétences pour derrière pouvoir peaufiner tout l'entraînement, l'encadrement, jusqu'à les amener vers le pro. C'est ce que nous on fait, par exemple. On ne va pas chercher aujourd'hui, nous, à recruter les meilleurs joueurs qui existent sur la scène, les plus chers qui existent non plus, et de jouer avec eux. Nous, on fait de la détection et après, on les amène au plus haut niveau possible pour que derrière, y ait du recrutement pour des équipes pour aller jouer en Europe ou autre. On a plusieurs joueurs qui jouent en national ou en Europe aujourd'hui, qui sont passés par chez nous. Alors, dernière question en ce qui me concerne, qui peut intéresser le public toulousain. À quand un gros événement à Toulouse e-sport? Alors j'en appelle à Toulouse Métropole, à la CCI, à tous les acteurs publics et privés. On peut y aller, on est au bon endroit pour en parler. Des événements, si on parle de la région Occitanie, déjà on a la chance quand même d'avoir le soutien de la région Occitanie sur l'Occitanie e-sport et Montpellier Métropole qui s'est lancé depuis un an dans ce projet-là, donc c'est plutôt louable. Toulouse, de façon très transparente, n'était pas encore, il y a quelques années, un berceau de l'e-sport. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément d'entreprises ou d'acteurs majeurs de l'écosystème sur le territoire. Ça commence de plus en plus à se développer. Donc sans trop en parler, il y a des événements qui vont arriver, mais on espère en tout cas que ça prendra place assez prochainement à Toulouse. On espère que vous informerez la CPME dans les tout premiers contacts et qu'on puisse relayer du coup l'information et pourquoi pas être présent sur cet événement. Messieurs, Hugo, merci d'avoir invité Julien et Martin pour nous expliquer un peu mieux ce qu'est l'e-sport. Je pense qu'avec vos interventions, on a très bien compris qu'on avait les mêmes problématiques qu'un club qui soit amateur ou professionnel dans l'e-sport, économiquement parlant et humainement également, puisqu'on a parlé de recrutement, on a parlé de formation. Donc merci à vous d'être venus nous expliquer ça, et puis on espère donc très bientôt avoir l'information de ce prochain événement à Toulouse, et on sera bien entendu le premier public à venir vous soutenir. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci.